la France, vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est un voyage sur les flancs du plus grand volcan d'Europe que nous vous proposons. Apparu il y a 13 millions d'années, le géant cantalien a forgé des paysages très variés, d'une infinie beauté. Vous partirez à la conquête du Puy-Marie, le plus majestueux des monts du Cantal. À l'est, sur le vaste plateau agricole de la Planaise, vous décollerez pour une expérience unique au monde, voler avec des oiseaux. Au fil des siècles, l'homme a imprimé sa marque dans ce décor grandiose. Vous serez ébloui par ces trésors d'architecture bâtis en pierre de lave, comme la vieille ville de Salaire, ou encore ces forteresses à l'histoire mouvementée. Vous grimperez sur le vertigineux viaduc de Garabi, véritable laboratoire de la Tour Eiffel. Vous serez envoûté par la puissance tellurique du Cantal, mais aussi par ses traditions, son artisanat d'excellence et sa gastronomie ancestrale. Ça sent bon le Cantal. Vous le découvrirez en compagnie de ceux qui font vivre ce formidable patrimoine. Notre voyage débute dans la région d'Aurillac, la capitale du département. Au pied des monts du Cantal, les vallées de la Serre et de la Jordanne déroulent des paysages majestueux et verdoyants. Philippe Fabre est maire de la petite commune de Mandaille. Au volant de son bolide, il nous entraîne sur ces routes tortueuses qu'il connaît par cœur. Philippe est un infatigable défenseur du patrimoine cantalien. Pour notre première étape, il a choisi de nous faire découvrir un monument incontournable de la vallée de la Serre, le château du Pesteil, qui surplombe le petit village de Polminac. Sur la terrasse, Philippe retrouve Jean-Yves Brunon, le guide du château. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Philippe. Comment vas-tu? Et toi? Plaisir de te voir. Aujourd'hui, Pesteil. Ce magnifique château. Le joyau de la vallée de la Le Serre. joyau de la vallée de la Serre. Exactement, tout à fait. C'est superbe, Ce c'est beau magnifique. donjon, ce donjon qui a été créé là, construit, pour surveiller la vallée. Le donjon de 40 mètres de haut est le dernier vestige de l'ancienne forteresse médiévale. Il veille depuis le XIVe siècle sur les habitants de la vallée de la Serre. Une situation géographique idéale. Pesteil, c'est l'endroit stratégique de la vallée de la Serre, si j'ai bien compris, Jean-Yves. Exactement, exactement. Durant la guerre de 100 ans, il y a eu des invasions, effectivement, et ce donjon était là pour protéger les gens et pour qu'ils puissent se réfugier à l'intérieur. Le donjon dominait la vallée et communiquait avec d'autres donjons qui se trouvaient de part et d'autre de la rivière Serre. Il communiquait avec le feu, c'est-à-dire les flammes la nuit et la fumée le jour. D'accord. Voilà. C'était pour prévenir véritablement des brigandages qui avaient lieu notamment durant la guerre de 100 ans. Un véritable réseau de protection. Un réseau de protection, tout à fait. Ah, tout à fait. Oui, absolument. Le château a été agrandi et remanié au XVIIe, puis au XIXe siècle. Il appartient depuis 1608 à la même famille, les Miramont, qui ont ouvert une partie de leur château à la visite. Des cuisines au grand salon, du mobilier aux décorations, tout a été soigneusement restauré. Ça, c'est l'entrée du château. C'est l'entrée du
l'escalier lui-même est une œuvre d'art. Les 3 marches. Et tu as devant toi un magnifique escalier, dit à l'impériale, c'est-à-dire à double volet, qui aboutit d'abord au premier étage, puis au second étage. La partie droite du château est habitée par les propriétaires, la famille de Miramont, et la partie gauche est ouverte à la visite. La visite continue au premier étage. Au fil des siècles, la forteresse de Pesteï s'est transformée en un magnifique château d'agrément. Les chambres se sont parées de couleurs. En témoignent ces fresques remarquables du XVIIe siècle. Voilà, alors Philippe, tu vois, ici, nous rentrons dans une antichambre. Mais il faut lever la tête pour regarder la peinture qui représente une scène de la mythologie grecque. Il s'agit de la Renommée, qui est en train de sonner de la trompette pour chasser ce monstre marin, la calomnie en fait, au fond des abîmes. Regarde de part et d'autre de la Renommée, aux 4 coins, tu as représenté 4 demoiselles de Miramont et représentant chacune d'elles une saison. Après les anciens appartements, il est temps de s'attaquer au fameux donjon de Pesteï, dont l'accès est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'au Moyen-Âge. Voilà, nous rentrons ici, effectivement, dans la première salle du donjon, par une passerelle, mais qui n'existait pas avant. On pénétrait, effectivement, dans cette première salle par une échelle. Et une fois tout le monde était rentré dans le donjon, on tirait l'échelle pour éviter toute par mesure de sécurité, voilà, de sûreté. Tu as raison, ça devait être plus sûr. C'était beaucoup plus sûr. On accède aux étages supérieurs par un escalier taillé directement dans l'épaisse muraille. Au dernier étage, vous découvrirez une salle dédiée à un monument du cinéma français. C'est dans le somptueux décor du château de Pesteï que Jean Marais a fait ses débuts dans le film L'Éternel Retour, écrit par Jean Cocteau. Alors certaines scènes ont été tournées effectivement ici, dans d'autres salles du donjon, mais également tout autour du château. D'ailleurs, on voit Jean Marais parfois à cheval sur certaines photos. Hein. Voilà. Ah, d'ailleurs, il y a même des... c'est des petits mots de Jean Cocteau, voilà, de Jean Marais. Il y a une lettre de Jean Cocteau, effectivement, qui date de 1944, et de Jean Marais en 1997, quelque temps avant sa mort, et qui remercie de l'accueil, effectivement, et des souvenirs qu'il a pu avoir ici. Des souvenirs, vous aussi vous en aurez plein la tête après la découverte de ce magnifique château. Nous reprenons la route, direction les hauts plateaux cantaliens. C'est là que pousse une plante sauvage typique de la région, la gentiane. On l'appelle l'or jaune du Cantal. Philippe retrouve Jean-Jacques Vermersch, producteur de liqueurs de gentiane. Jean-Jacques, comment vas-tu? Ça va Philippe? T'es en forme? Eh ben il faut. T'es avec les gars? Ça y est, c'est parti? Allez, c'est parti, la saison est partie là. Sur cette parcelle, là, la gentiane, là, c'est... Ah ben c'est là qu'on trouve la gentiane sauvage. Alors on la trouve d'une manière idéale dans le Cantal, tout simplement parce qu'on a une terre volcanique et on a des plateaux à plus de 1000 mètres d'altitude. Voilà. Et tu ramasses pas tout, hein, tu ramasses que les gros pieds. Voilà, il faut que la plante ait plus de 20 ans. Hein. C'est un peu le dinosaure de nos prairies. On parle de la gentiane comme la plante sentinelle. Il y a même le dicton qui dit qu'elle donne la hauteur de neige qui fera l'hiver prochain. Si sa fleur égaye les prairies, c'est sous la terre que se cache le véritable trésor. Il faut de l'entraînement et une bonne dose de muscles pour le déterrer. Voilà. Et puis, Philippe va pouvoir s'en rendre compte. essaye-toi. Ça pèse 15-20 kilos, ça. Et c'est fait exprès. On va utiliser l'inertie du poids de la fourche pour aider à la planter devant la gentiane. Tu m'autorises à essayer? Ah ben il faut. Allez, Jean-Jacques, j'essaye. Oh, c'est La dur, hein. reprendre. Vas-y. L'effet levier? L'effet levier. Ah ouais. Ah Oh ben là, elle ouais. sort. Voilà. Ah ouais, Hop. ouais. Ah, là c'est impeccable, là, non? Voilà, Pas mal, on a non? quand même une Pas bonne- mal, Jean-Jacques, non? Tu m'as loupé juste ce bout-là. Là. D'accord. Mais Ah c'est ouais. pas mal, c'est pas mal. Alors là, on voit tous les anneaux de pouce hein, sur la tubercule. Ça nous donne le nombre d'années. Alors vous voyez que celle-là, ça fait quelques années. Toutes ces racines, c'est travaillé après Alors voilà, la fleur ne nous intéresse pas. Nous, on va utiliser la racine pour faire de la liqueur. C'est la racine qui va donner la saveur si particulière à la liqueur de gentiane. Et donc tu la travailles fraîche, c'est ça, hein, non? Ah oui, parce que c'est là qu'on a le pouvoir amérisant le meilleur. Amérisant, tu Voilà. dis. Et c'est avec ça qu'on fera la liqueur la plus fine. Hein. Voilà.
j'irai revoir les gentianes Au flanc du Puy-Marie. Voilà. Bon, ça chauffe, hein? Allez. Allez. Pas le temps de chômer, les 150 kilos de racines sont emmenés à la distillerie d'Aurillac pour être traités dans la journée. Allez. Pour l'odeur. Les racines sont nettoyées, puis passées au broyeur. Là, Qu'est-ce que tu fais là? voilà, tiens. Regarde. Voilà, donc on a broyé. Alors, le broyage, il sert à quoi? C'est à augmenter la surface qui va être en contact avec l'alcool. D'accord. Les racines sont ensuite plongées dans l'alcool pendant 6 à 8 mois. La macération va permettre de transférer les arômes de la gentiane sur le liquide. La liqueur de gentiane peut enfin être mise en bouteille. C'est la même couleur entre la fleur, la racine. Super. Et voilà. Super. On va pas être mal. Et la dernière étape, c'est la dégustation. À ta santé, Jean-Jacques, et merci pour cette belle journée. Avec plaisir. À la tienne. À ta santé. À consommer avec modération, car la journée n'est pas finie. Philippe a rendez-vous dans une autre institution d'Aurillac, la maison Pigagnol. Depuis 1884, on fabrique ici le fameux parapluie d'Aurillac. C'est Mathieu, 5e du nom, qui nous accueille dans l'atelier familial. Bonjour Mathieu. Ça va bien Philippe? Comment vas-tu? Super, et toi? En forme? Bon alors tu viens chez nous? Écoute, je viens voir où on fait le parapluie l'Aurillac. Chez toi. C'est fabriqué ici à Aurillac, qui est notamment le parapluie de berger, qui est le parapluie qu'on fabriquait au 19e siècle, et aujourd'hui on fabrique encore ici. Donc si tu veux, je vais te montrer comment on le fabrique. Écoute, allez, je te suis. Allez viens, on On y va, Mathieu? Suis-moi. Le parapluie de berger, c'est la Rolls des parapluies. Depuis près de 150 ans, sa fabrication n'a pas changé. Son étanchéité et sa solidité en font un parapluie unique, adapté aux rudesses du climat cantalien. On dit qu'il pourrait même servir de paratonnerre. C'est un parapluie qui est super particulier parce que le berger, il s'en sert comme d'une canne, mais aussi pour se protéger dans la montagne. La toile, c'est la même, tu vois, c'est une toile en 100% coton, on appelle ça la lustrine. Et par exemple, tu vois là, ces petits traits là, c'est ce qu'on appelle des boyaux. Ça permet de juger de la qualité de la toile. Et en fait, ça évite qu'il se déchire entièrement. Ouais. Et plus tu en as, plus la toile est qualitative. Ça renforce en fait. Ça, c'est un renfort, Ouais, c'est un exactement. renfort. Bah, c'est un vrai parapluie technique. Ça, c'est le parapluie qui va bien pour abriter bien sûr le berger et la bergère. S'il faut, on peut habiliter la bergère aussi. C'est super, Mathieu. Au XIXe siècle, l'industrie du parapluie d'Aurillac reposait sur ces femmes de berger. À l'époque, pas d'atelier, elles assemblaient les différentes parties directement dans les fermes. Un complément de revenus indispensable en hiver. Nous, à Pigagnol, on est originaire de la vallée de la Jordanne et en fait, toutes les ouvrières venaient de la vallée et elles travaillaient à domicile. Ah mais je me rappelle, puisque même ma grand-mère me disait qu'elle montait, tu sais, les armatures. Enfin, je sais pas comment ça Alors en s'appelle. fait, non, oui, c'était les armatures, mais on appelle ça des carcassières. Ta grand-mère, elle était carcassière. Elle a probablement travaillé pour nous ou pour une autre entreprise du Ah d'Aurillac. ouais, je me rappelle plus, ouais, oui, peut-être bien, oui. Et justement, Philippe va pouvoir redécouvrir le savoir-faire de sa grand-mère. Place aux travaux pratiques. On va en profiter que tu es là pour te mettre au travail. Tu vois, ça c'est du jonc. Et c'est une essence très particulière, c'est du sabutane qui provient d'Indonésie. Et en fait, c'est juste assez souple et assez durable dans le temps. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, tu vas utiliser le jonc. Et avec ce petit marteau, tu vas sertir la fourchette, qui est cette partie métallique-là. Et donc, il faut que tu fasses passer la pointe à travers. Et de l'autre côté, que tu la recoupes pour pas que ça s'ouvre après. Je te laisse faire, vas-y. Faut que je m'applique là. Hein. Voilà. Et donc, tu la retournes ici. Vas-y, retourne-la. Et voilà, tu vois, tu as réalisé ta première baleine. Elle fonctionne parfaitement. Tu as fait ton premier brin. Ah bah Bravo. super. Bah écoute. C'est impeccable. Tu vois, le travail que tu viens de faire, c'est le travail de carcassière. Ouais, c'est ce que faisait ma grand-mère à la maison, ça, en fait. Tu as retrouvé tes origines. Et voilà ce que ça donne un parapluie de berger. L'armature du parapluie de berger, c'est ça. Et toi, tu as fait cette partie-là. Et là, par contre, je vais avoir du mal à passer à travers les gouttes. Hein. Ah là, mon poche, je pourrais pas te protéger avec ça. Pour terminer, Philippe tient à nous dévoiler un autre patrimoine. Culinaire, celui-là. Et en matière de gastronomie, le Cantal a de sérieux atouts. Il a rendez-vous à l'auberge de Puech-Verny, chez Huguette Nassier, la reine du chou farci. Bonjour Philippe. Bonjour Huguette, ça va? Oui, ça va. Rentre. Allez. On va faire le chou farci. Le chou farci,
Une recette qui nous raconte le terroir cantalien. Alors, Regarde. qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Eh ben, le chou C'est vraiment le légume du Cantal, hein. le chou paumé. Paumé. C'est bien celui Pourquoi- qui est pourquoi un peu on le dit roi du jardin parce qu'il ne gèle pas. Ah, d'accord. Dans le Voilà. Cantal, on sait qu'on a beaucoup de soleil, mais on a des températures assez basses. Hein. D'accord, voilà. Puis le chou est blanchi dans de l'eau bouillante et salée pour le rendre plus digeste. Ce qu'on appelle le cœur. Maintenant, on va faire la farce. Donc, tu vas prendre cette belle ventrèche, tu vas enlever la couenne, Comme ça va? Hein? si tu veux, c'est pas mal. Ouais. Voilà, tu fais la Hey, même chose. Je gaspille un peu. T'en as laissé un peu. Je gaspille un peu de marchandises. Oui, puis oui, t'en as gaspillé un peu Et là. puis, dans le Cantal, on gaspille pas. Hein, alors, Non, non, non. C'est ce que les anciens prenaient au casse-croûte. Une belle tranche de ventrèche sur une tranche de pain. Je crois que Voilà. c'était vraiment ce qui faisait partie du casse-croûte du matin. La ventrèche Voilà, et moi, à côté, Les oignons. les oignons. et le pain trempé dans du lait sont ensuite finement hachés. C'est un- On y ajoute 4 œufs. Vas-y. La dernière étape, décisive, c'est l'assemblage du chou farci. Combien j'en mets? 4? En fait, on va faire comme un millefeuille. Hein. D'accord. Tu vois, tu fais des tapis de choux. Maintenant, on va mettre une couche de farce. D'accord. Fais-moi Après, tu voir. fais ça, tu pars du milieu, tu effleures en fait, hein, pour pas que le chou dessous glisse. D'accord. Hein, faut bien que Il le faut chou pas qu'il reste, bouge en fait. Il faut qu'il reste en place. reste sous la farce. D'accord. Voilà, vas-y. Vous l'aurez compris, on alterne couche de chou et couche de farce jusqu'en haut du plat. Oui, oui, oui. Avec une ultime astuce. On va se régaler. Huguette, on termine par une couche de chou ou une couche de farce? Non, non, tu vas finir par une couche de farce. Hein. D'accord. Voilà, comme ça gratinera bien. Traditionnellement, dans le Cantal, chaque famille a sa propre recette de chou farci Ben voilà. qui se transmet de génération en génération. Oui, je vais en rajouter. Je dirais que c'est la recette que je tiens de ma mère. Avec Voilà. ses petits secrets. Elle le tient de sa tante, puisque c'est sa tante qui lui a appris à cuisiner. Et voilà, c'est notre façon de faire le chou farci C'est la recette de la maison. Voilà. de la maison. Pendant la cuisson de son chou, Allez. Huguette a aussi préparé une truffade, l'autre plat emblématique du Cantal. Voilà. Des pommes de terre cuites à l'étouffée et mélangées à du Cantal jeune. Comment on dit elle tire bien, c'est ça? Elle file, bien. Elle file bien, voilà. Elle file bien Regarde. là. Voilà, on a mélangé la tome aux pommes de terre et voilà. Et là, elle file très très bien. La truffade est prête. Le Voilà. chou farci, regarde-moi cette couleur. Il est- Non, mais il est il est cuit. doré. Regarde, c'est... Voilà pourquoi il faut finir avec de la farce, tu vois. Voilà. Pour avoir un joli gratiné Voilà, c'est- sur le Il est le magnifique, plat. hein. Voilà. Et puis, régale-toi. Ça sent bon le Cantal. Le Cantal, c'est pas banal. Deuxième étape de notre odyssée cantalienne, le pays de Salers, de Salaire, car ici, on ne prononce pas le S final. Sur le flanc ouest du massif cantalien, Salaire est l'un des plus beaux villages de France. Chaque année, 400 000 visiteurs se pressent pour admirer ses toits de lauze et ses maisons construites en pierre de lave. Sophie Martin est une amoureuse du pays de Salaire. Elle ne se lasse pas de faire découvrir aux visiteurs de passage les trésors de sa région. Au pied de l'église du XIIIe siècle, l'attend Sylvie Ganry de l'Office du tourisme de Salaire. Salut Sophie, ça va? Oui. Toi, Tu vas bien? oui, tu viens faire une petite balade dans Salaire? Volontiers. Au Moyen Âge, 4 portes permettaient l'accès à la ville fortifiée. Seules 2 sont encore visibles aujourd'hui. La plus spectaculaire, c'est la porte du Beffroi. Elle protégeait les habitants contre les routiers, ces bandits qui terrorisaient les campagnes pendant la guerre de 100 ans. Nous voici dans la porte du Beffroi. Cette porte, elle a été édifiée au XVe siècle, lors de la fortification de la cité. Et cette cloche qu'on voit au sommet du Beffroi, là-haut, est-ce qu'elle est symbolique pour Salaire? Oui, elle est très symbolique puisque donc, cette cloche, elle date de 1509. Et c'est en 1508 et 1509 que les habitants de Salaire ont obtenu le droit de se réunir et d'élire parmi eux 3 consuls chargés des affaires de la ville. Et bien sûr, ils se libéraient de l'emprise du seigneur. En passant sous le Beffroi, on accède directement à la place principale, un bijou de l'architecture Renaissance, avec ses hôtels particuliers des XVe et XVIe siècles. Ils sont les témoins de l'époque où Salaire était un poumon économique et un haut lieu de la justice royale. Sur cette place, on a
Bien sûr, cet ensemble de maisons à tour et tourelle, un véritable décor Renaissance. Il ne faut pas oublier que Salers a été le siège du bailliage des Hautes Montagnes d'Auvergne. Et qu'est-ce que c'était que ce bailliage? C'était un tribunal royal et un centre de collecte d'impôts et taxes. Bon, bien sûr, localement, on a vu beaucoup d'officiers, de magistrats qui ont occupé ces belles maisons. Et bien sûr, ces tours et tourelles étaient un signe extérieur de richesse. La richesse de Salers, c'est aussi cette multitude de petits détails qui s'offriront à vous le temps d'une flânerie dans ces ruelles. Vos pas vous mèneront inévitablement sur l'esplanade de Barouze, les anciens remparts de la cité. On domine 3 vallées ici. On a ces remparts, côté défensif bien sûr, une situation idéale pour que les habitants se protègent de l'ennemi potentiel, et notamment une bataille durant les guerres de religion dont on reparle souvent. Oui, si les gens parlent de cette histoire, c'est l'anecdote du coin, comme quoi une femme avait lavé le linge et elle aurait vu monter les armées par la vallée. Elle a donné l'alerte et c'est comme ça que Salers a pu être sauvé. Les armées ennemies ont déserté la vallée. La campagne est aujourd'hui le territoire de la race de vaches mythique du Cantal, la Salers. Dans les champs, vous n'aurez pas de mal à l'identifier. On dit même qu'elles sont les petites taches de rousseur de l'Auvergne. Sophie va à la rencontre de Daniel Tiravi, qui élève une centaine de vaches Salers. Bonjour Daniel. Bonjour. Je ne sais pas si vos vaches veulent qu'on se dise bonjour. C'est Fontaine et les enfants. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors Daniel, quelles sont les caractéristiques de cette race Salers? Donc on est vraiment dans le berceau de la race. Donc une vache avec un poil à cajou, plus ou moins clair par rapport à certaines vaches. Des vaches avec des cornes en forme de lyre, et puis des fronts larges. Voilà, aussi bien là, et puis des nez courts de l'œil au museau. Une vache rustique et douce, élevée pour sa viande exceptionnelle, mais aussi pour son lait. La particularité de la Salers, c'est qu'elle n'accepte d'être traite qu'en présence de son veau. Son lait a la saveur des prairies cantaliennes. Daniel, une petite question aussi sur le lait, le goût du lait. Ça provient essentiellement de la qualité des alpages qu'on a ici. Oui, les feuilles qu'on voit au sol, donc les boutons d'or, du trèfle blanc, c'est ce qui donne vraiment le parfum, le goût du Cantal. Comment parler du Cantal sans parler de fromage? Bleu d'Auvergne, Saint-Nectaire, Fourme d'Ambert et bien sûr le plus célèbre d'entre eux, le Cantal. C'est un peu le doyen des fromages français. Il y a 2000 ans, les Romains appréciaient déjà son goût et son caractère unique. Pour nous en révéler les secrets, Sophie a rendez-vous avec Dominique Varlet, maître affineur, dans la plus vaste cave de Salers. Ah Sophie, ça fait Salut, plaisir de te Domi. voir. J'étais dans le coin et j'ai senti une bonne petite odeur de lait de Cantal. Est-ce que tu pourrais me faire une petite dégustation? Oh, ben oui, y a pas de souci, on va aller voir ça. Merci. Allez. Ici, sur 120 mètres carrés, reposent près de 1000 fromages à différents stades de maturation. Alors voilà Sophie la cave, je t'ai jamais rentré là non plus. Non. Bon, je vais commencer par le Cantal et après on regarde tous les Salers. Voilà, donc on va commencer par le Cantal. C'est un fromage à pâte pressée, il est pressé 2 fois. Une fois on caille le lait et on va obtenir une tome. Et cette tome c'est pour faire l'aligot et les truffades. Voilà. Et cette tome, une fois qu'elle est bien maturée, on va la rebroyer et la represser dans un moule et on va refaire la forme du Cantal. Et il faut plus de 48 heures pour faire un fromage. D'accord. Alors, une forme comme ça pèse combien? Ça pèse 40 kg et il faut 400 litres de lait pour faire un fromage comme ça. Donc Sophie, ben ça je vais te le faire goûter et tu me diras après ce qui t'intéresse. Super. Voilà. Donc là, c'est un fromage qui a 5 mois d'âge. C'est un fromage qu'on dit Cantal entre deux. C'est le plus vendu aussi dans l'appellation. Hein. Il est très crémeux. Ouais, ça te plaît, Ouais. ça? Ah oui, c'est délicieux. Ouais, ce fromage là qui a un peu de goût. Mais je vais te faire goûter les autres. L'autre appellation, c'est le Salers. Dans sa cave, Dominique affine 90% des fourmes produites dans la région. Le Salers est un concentré du terroir cantalien et de la diversité de ses pâturages. Alors Sophie, et bon, là on va passer au Salers. Et
Là, on va passer sur du fromage fermier. Le Salaire est une appellation exclusivement fermière. Donc, je vais te faire goûter et tu me diras ta critique. Ouais, ça se voit. Hein. Il est beaucoup plus corsé et on sent les prairies. Tout à fait. Avec c'est ça. de la gentiane, des fleurs, enfin les herbages du Cantal, des C'est montagnes. tout à fait ça. Et la gentiane, ça a une grosse note d'amertume quand même. Et on la sent à travers ses arômes. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Attends, le Salaire, on ressent l'amertume, il nous en faut une. Parce que c'est pas considéré comme un défaut, c'est bien une qualité du fromage. Chaque producteur, il y a un tour de main et une prairie qui change. D'accord. Voilà. Bon alors Dominique, comment on fait pour reconnaître un bon salaire? Ouais, si on goûte pas le fromage, mais on ne peut pas savoir s'il nous convient ou pas. Donc Ouais, il faut toujours déguster avant. revenir chez toi le goûter alors. Tout à fait. Tu viens quand tu veux. Vous aussi venez déguster les fromages de Dominique dans son impressionnante cave d'affinage. Nous quittons la vallée pour grimper sur les hauteurs du massif cantalien. À 1783 mètres d'altitude, la brume laisse apparaître une pyramide de verdure. C'est le Puy-Marie, le plus majestueux des monts du Cantal. À ses pieds, Sophie rencontre Arnaud Dardon, géologue. Bonjour Arnaud. On se rencontre dans des conditions extrêmes. Oui, mais bon, tu vois, la vue est dégagée. On a une belle vue là sur la vallée du Mars, le roc d'Auzière. On est au pied du Puy-Marie, donc je te propose de faire l'ascension pour pas avoir trop froid. On y va? On y va. L'ascension va durer une trentaine de minutes. Sur les pentes du Puy-Marie, vous comprendrez comment s'est formé le massif cantalien. Arnaud, parle-moi un peu plus en détail de ce Puy-Marie. Alors le Puy-Marie, c'est l'un des plus beaux sommets du massif cantalien. C'est l'un des nombreux points de sortie du massif du Cantal. Il faut savoir que le volcan du Cantal, c'est un grand édifice avec plein de points de sortie et le Puy-Marie est l'un de ses plus beaux. Et c'est vraiment une vieille montagne, hein. Comme le massif cantalien, on est autour de plusieurs millions d'années. Lui, il s'est mis en place il y a à peu près 6 millions d'années. À cette époque, le massif cantalien avait un aspect bien différent, surmonté d'un cratère géant, culminant à près de 4000 mètres d'altitude. Un cratère qui s'est effondré sous l'action de gigantesques glissements de terrain. Alors c'est un curieux volcan sans cratère. Le cratère, il y en a eu un au niveau du massif cantalien, mais il y a très longtemps, il était au-dessus de nous. Aujourd'hui, le cratère, on ne le voit plus du tout. L'intrigue de mon fils, c'est est-ce que les volcans du Cantal vont se réveiller un jour? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Le massif cantalien, et les dernières éruptions, elles datent d'environ 3 millions d'années. Donc on peut considérer que c'est un volcan vraiment éteint. Un volcan éteint qui éveillera chez vous de puissantes émotions. Au sommet, c'est tout le Cantal qui se déroule sous vos yeux. Un paysage grandiose, forgé par le feu et la glace. On peut vraiment comprendre le Cantal, le volcan du Cantal à partir du Puy-Marie. Ces creusements sont liés en fait, au départ des glaciers. Et aujourd'hui, ce que l'on voit du travail des glaciers, ce sont ces belles vallées en cuvette qui partent vraiment comme ça en étoiles de part et d'autre du Puy-Marie. On ressent de la liberté, de l'émerveillement et être un peu au sommet du bout du monde. Et ça frappe tous les visiteurs, je crois. Le Cantal ne laisse jamais indifférent, je crois. Il faut déjà redescendre, car Sophie est attendue pour découvrir un autre monument, construit par l'homme celui-là. À une trentaine de kilomètres au sud de Salaire, à l'extrémité du joli village de Tournemire, la silhouette sombre et martiale du château d'Anjony se dévoile. Sophie va à la rencontre du marquis d'Anjony, le descendant du bâtisseur de cette forteresse. Bonsoir Sophie. Bonjour monsieur le marquis. Vous allez bien? Ça va et vous? Depuis qu'on ne s'est pas vu? Oui, j'ai toujours autant de plaisir à venir voir votre demeure, mi-romantique, mi-militaire, qui me plaît beaucoup. Voilà. Plutôt militaire quand même, parce qu'il a été fait pour ça. Notre aïeul Louis, qui l'a construit vers 1430, il était chargé de faire régner l'ordre dans la petite région dans laquelle on est, comme un préfet, si vous voulez. Il a choisi un plan qui est un plan tout à fait typique de l'époque, c'est-à-dire 4 tours avec un corps de logis central.
Maintenant que vous savez tout, on va visiter? Très bien. La famille d'Anjoni, soutenue par le roi de France, bâtit cette forteresse sur le territoire même d'une vieille lignée féodale, les Tournemire. Entre les deux familles, pourtant unies par le sang, le temps va rapidement tourner à l'orage. Les Anjoni s'imposent comme la nouvelle puissance de la région, ce que les Tournemire voient d'un très mauvais œil. Ils ont construit le château, qui est quand même un château fort, sous le nez de leur cousin, qui était à 100 mètres à peine. D'où la fameuse histoire sanglante des Tournemire et des Anjoni. Voilà, c'est ça. Il y avait trop de puissances rivales sur le même site. Et il est arrivé ce qui devait arriver, vendetta entre les deux familles, qui s'est poursuivie pendant 2 siècles. Mais à la manière de l'époque. Oui, Pas d'huissier, pas d'huissier. du direct. On peut imaginer quand on voit les armes du château, on se faisait pas de cadeaux. Alors, il y a eu plusieurs fois des duels entre les deux familles sur la place de l'église. Il y en a même un, une fois que c'est terminé, sur les marches de l'hôtel de l'église. À la fin du combat, il y en a peu qui sont rentrés en bon état. Alors, beaucoup de morts, puis les autres étaient en pièces détachées un peu. Pour marquer encore un peu plus leur puissance, mais aussi pour égayer l'austère forteresse, les Anjoni font décorer les murs du château. Les fresques les plus spectaculaires se trouvent dans la grande salle de réception. Elles datent de la moitié du XVIe siècle. Nous voilà dans la salle des preux, et un des joyaux de ce château. Le décor de cette pièce illustre la légende des preux. La légende des preux est une très ancienne légende du Haut Moyen-Âge qui met en scène toujours les 9 mêmes personnages. Vous avez 3 chrétiens, prenons par exemple Charlemagne, vous avez 3 païens, prenons Alexandre, l'empereur des Perses, ou Hector de Troie, et enfin 3 juifs. Le roi David, que vous voyez juste derrière moi. Mais ce qui est curieux, c'est que vous parlez de 9 preux, et moi, quand je balaye la salle, j'en compte que 8. Il en manque effectivement un, qui est Jules César. Jules César était à la place de cette fenêtre. Il a disparu pour améliorer l'éclairage de cette pièce. Il a été défenestré. D'accord. Pour terminer la visite, ne manquez pas la minuscule chapelle privée. Voilà la chapelle. Waouh, sublime. Des murs à la voûte gothique, elle est entièrement décorée de peintures représentant des scènes de la Passion du Christ. La finesse de ces fresques contraste avec l'aspect massif du château d'Anjoni. Un monument qui vous réservera bien des surprises. Dernière étape de notre voyage, la région de Saint-Flour, située à l'est du département. Vous y découvrirez une extraordinaire diversité de paysages qui s'étendent des gorges de la Truyère au massif boisé de la Margeride et jusqu'au vaste plateau volcanique de la Planaise, l'une des plus grandes zones agricoles d'Auvergne. Benoît Paret est un ancien journaliste. Pendant 20 ans, il a couvert toute l'actualité de Saint-Flour et de sa région, qu'il connaît comme personne. Il s'attache aujourd'hui à faire découvrir les richesses du patrimoine saint-flourin. Pour cela, il faut prendre de la hauteur. Ce matin, Benoît va vivre une expérience unique. Sur l'aérodrome de Saint-Flour, il retrouve un passionné d'ornithologie. Christian Moulec est le seul homme au monde à voler en ULM avec des oiseaux. Bonjour Christian. Bonjour Benoît. Ça va? Bienvenue. Ouais. Alors c'est toi qui voles avec Avec les oiseaux. Alors, je vole depuis plus de 20 ans avec les oiseaux, une quinzaine d'espèces différentes. Et depuis 2008 seulement, eh bien, je me suis dit, je vais faire profiter de ce que je vis avec les oiseaux à des passagers, à un public. Les compagnons de vol du jour, ce sont ces oies, des bernaches nonnettes, des oiseaux migrateurs que Christian bichonne depuis leur naissance. C'est vraiment depuis qu'elles sont toutes petites, qu'elles te connaissent, qu'elles te... Ah, si on veut voler avec des oiseaux, c'est indispensable que ces animaux nous considèrent un peu comme les parents. Ça m'oblige à vivre avec elles en permanence. Les premiers mois, elles sont dans la maison, dans notre ferme, elles vivent avec nous. Eh ben, on va s'équiper. D'accord. Alors tu seras assis à l'avant de l'ULM. Tu pourras toucher, caresser les oiseaux. Hein. Ah. Bien, je vais te mettre le casque. Voilà. Décollage immédiat.
pour 40 minutes d'un vol magique au-dessus de la Planaise de Saint-Flour. C'est un vol en patrouille, c'est un groupe d'amis qui volent ensemble. Je m'adapte aux oiseaux et les oiseaux s'adaptent à moi. Le meneur du groupe, est-ce qu'il y a une hiérarchie Bien sûr, en vol, ça va être le plus souvent les mêmes oiseaux qui vont se placer en tête de formation. C'est souvent un mâle un peu plus robuste parce que l'oiseau de tête dépense 20% d'énergie en plus. Alors qu'est-ce que ça te fait de voler avec les oiseaux? Pour moi, c'est quand même exceptionnel. Hein. C'est le rêve d'Icare qui se réalise. Voilà, on vole presque comme les oiseaux. En tout cas, voler à côté d'eux, on a le sentiment d'être un oiseau. Comble de l'émerveillement, Benoît va pouvoir toucher les oiseaux en plein vol. Le plus gros, là, tu vas toucher. Vas-y, tends le bras doucement, doucement. Voilà, au ralenti, regarde ça. Tu caresses. Tu vois comme les plumes sont chaudes, même en vol. Et on voit très très bien le travail également des pattes. Hein. Elles se servent des pattes comme d'un gouvernail. Ces vols ouverts à tous sont organisés chaque année de mai à octobre. Ils permettent à Christian de financer des projets de sauvegarde de ces espèces migratrices. Une manière originale de découvrir la Planaise de Saint-Flour. La Planaise. À 1000 mètres d'altitude, ce vaste plateau agricole est formé par les coulées de lave du volcan cantalien. Le climat est rude et la terre d'une exceptionnelle fertilité. C'est ici que Gérard Sibiel cultive la lentille blonde, une variété spécifique à la Planaise. Bonjour Gérard. Bonjour Benoît. Je vois que tu vérifies tes lentilles, elles en sont où? Là, elles sont en floraison, là. Et bon, ça tombe très bien, là. Elles sont belles comme tout. Tu peux me montrer comment ça se présente? Ah oui, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Là, il y a déjà 2 petites fleurs. Et là-dedans, il va naître une gousse où il y aura 2 lentilles. Il faut combien de temps pour arriver à maturité? La lentille, il faut 120 jours de culture. Et la récolte, c'est pour quand? C'est pour dans un petit mois. Gérard est l'un des 42 producteurs de cette lentille blonde, une variété ancestrale qui avait entièrement disparu. Ici, ça en faisait énormément. Beaucoup de lentilles. Tous les gens vivaient de la lentille ici. Et bon, ça avait disparu dans les années 65 parce que l'élevage était arrivé. Et les gens ont préféré mettre des vaches, faire du lait. Ça rapportait plus que la lentille. Et j'ai relancé la lentille blonde en 1997. À cette époque, la région cherche à relancer cette culture traditionnelle. Un appel est passé pour retrouver des graines de la lentille blonde originelle. C'est dans son grenier que Gérard va mettre la main sur le trésor caché de la Planaise. Là où tu as trouvé les dernières graines. Ouais. Et voilà le trésor de la lentille de mon grand-père. On avait gardé une poignée dans un tiroir. Voilà les lentilles que j'ai retrouvées. Problème, ces lentilles sont trop anciennes pour germer à nouveau. La solution, Gérard la trouve à l'Institut de recherche agronomique, qui répertorie et conserve précieusement une multitude de semences. L'échantillon que j'ai trouvé est parti à l'INRAC, a été comparé avec d'autres échantillons qui étaient dans des frigos. Et de là, on a trouvé la semence qu'il nous fallait pour réimplanter la lentille blonde de la Planaise. C'est vraiment extraordinaire cette histoire. Si tu n'avais pas retrouvé ces quelques lentilles, on n'aurait pas pu relancer la production du coup. Eh oui, elle était là, qui attendait qu'on relance. Paris gagné. Aujourd'hui, on cultive sur la Planaise 90 hectares de lentilles blondes. Celle qui la cuisine le mieux, c'est Francine, la mère de Gérard. Bonjour maman. Et bonjour. Bonjour Francine. Bonjour. C'est vous la cuisinière? Oui. Et vous allez nous préparer des lentilles. Alors c'est quoi votre secret de recette? Oh, le secret, c'est pas bien compliqué. Il y a juste à couper quelques oignons, des carottes, tout rissoler ensemble. Et après, quand je mets mes saucisses, pour bien les faire rôtir. Et quand elles seront bien rôties, je mettrai de l'eau et je mettrai les lentilles. Les mettre toujours avec de l'eau froide. On va se régaler.
J'ai hâte de passer à table. On va voir ça tout à l'heure, quand elles seront cuites. Avec plaisir. Ah. Et regarde Benoît. Ah, c'est superbe. Plus qu'à souhaiter un bon appétit. Et voilà. Alors je goûte. Ah, elles sont cuites à point, al dente, avec ce petit goût sucré de la lentille qui lui est spécifique. Encore merci, hein, je me régale. Le parfum de la saucisse aussi. C'est superbe. Nous quittons la Planaise pour partir à l'assaut d'une cité millénaire, Saint-Flour. Elle tire son nom de l'évêque Florus, venu évangéliser la région au IVe siècle. Construite sur 2 étages, sa partie basse s'étend sur les rives de l'Ander. Sur son promontoire volcanique, sa partie haute est la plus ancienne. C'est là que culmine la seule cathédrale du département. Construite au XVe siècle, la cathédrale Saint-Pierre a des allures de château fort. Son imposante silhouette en pierre de lave domine toute la vallée. Sur le parvis, Benoît retrouve Régis Delubac, architecte des bâtiments de France. Bonjour Régis. Bonjour. Vous allez bien ? Alors nous voilà devant la cathédrale de Saint-Pierre de Saint-Flour, avec une façade austère presque, mais monumentale. Oui, alors c'est vrai que c'est une façade qui est un peu austère, pour la simple bonne raison que c'est déjà elle utilise une pierre noire, une pierre volcanique, une pierre du Cantal, mais c'est lié aussi au fait qu'on est sur une façade qui lie aussi bien l'architecture religieuse que l'habitat civil, qu'on aperçoit notamment à travers les fenêtres à croisées ici et ici, puisqu'en fait les parties hautes des tours servaient d'appartements à l'évêché situé juste là. Ne vous laissez pas impressionner par cette imposante façade et passez la porte. Au fil des siècles, les architectes qui ont travaillé sur ce bâtiment ont dû faire face à un défi majeur, faire entrer la lumière dans la cathédrale. On est sur un bâtiment qui a été très modifié au XIXe siècle, modifié suite aux dommages subis après la Révolution. Et le principe, ça a été d'ouvrir en fait les bas-côtés, qui étaient ouverts avec des chapelles adjacentes, pour créer en fait 2 nefs supplémentaires. Donc amplifier le volume de la nef, et en parallèle, notamment les fenêtres que nous avons au-dessus de nous, ont été en partie modifiées ou créées pour apporter un minimum de lumière. Et il en fallait de la lumière pour faire briller les joyaux qu'elle renferme. Comme cette fresque du XVe siècle qui représente le purgatoire. Ou encore cette curiosité, un Christ noir qui a alimenté bien des fantasmes. Donc Régis, nous arrivons au pied du Christ noir, le fameux beau Christ noir de Saint-Flour. C'est un Christ roman, donc vraisemblablement conçu pour l'ancienne église, qui était donc une église abbatiale, qui dépendait de Cluny. C'est un Christ qui était probablement rehaussé de couleur. C'est le seul aujourd'hui dans le département à avoir un aspect noirci. C'est l'œuvre la plus ancienne de la cathédrale, puisque l'ensemble du mobilier a disparu à la Révolution. Une étude est actuellement en cours. On sait par exemple que les vêtements sont a priori des parties authentiques, les bras le seraient moins. Aujourd'hui encore, son aspect noirci reste un mystère pour les scientifiques qui l'ont étudié. Régis a tenu à nous montrer une autre spécificité de la cathédrale de Saint-Flour. Alors là, c'est l'accès de la tour sud, les anciens appartements. Les 2 tours renferment des lieux de vie qui ont connu des locataires bien différents. Ah, c'est étonnant cet endroit. C'est quoi? C'est des appartements, Régis? Alors c'est pas surprenant d'avoir cette configuration-là dans la cathédrale, puisqu'en fait cette tour, la tour sud-ouest de la cathédrale, appartenait en fait à l'évêché. Et c'était une tour qui était plus en rapport avec les bâtiments de l'évêque, avec la cathédrale en elle-même. Donc on a des appartements avec une cheminée, le blason de l'évêque qui achevé la cathédrale à la fin du XVIe siècle, et une très belle peinture murale, effectivement, qui est plus en rapport avec les peintures civiles qu'avec les peintures religieuses. Donc on est dans les appartements de l'évêque. Plus étonnant encore, ces traces sur les murs. Elles témoignent de l'époque où cette pièce était transformée en prison. Cette salle a la particularité aussi d'avoir eu des graffitis faits à différentes époques, puisque la salle va changer d'usage. Et a priori, à un moment donné, il y a eu un peu de détention, donc ce qui fait qu'on a des graffitis qui datent du XVIe siècle. Pour terminer notre périple cantalien, mettons le cap au sud et partons à la découverte de Schötzegg. Un charmant village lové au creux d'une vallée verdoyante, aux frontières du Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère. Pour nous guider dans ces ruelles,
qui de mieux qu'une native du village? Bonjour Béatrice, Bonjour Benoît. tu m'emmènes visiter Schötzeg? Allez, c'est parti. Béatrice Sadron est responsable du patrimoine. Elle connaît bien cette architecture médiévale et ces superbes toits en lauze typiques de la région. Mais si Schötzeg est mondialement connue, c'est surtout pour ses 32 sources d'eau chaude. Une eau qui sort de terre à 82 degrés. Alors voilà, là on arrive à la source principale, la source du Par, la source la plus chaude et la plus abondante également. Alors le débit et la température ne varient jamais, quelles que soient les saisons. Alors cette eau arrive chaude à la surface, mais comment est-elle chauffée? En fait, l'eau que vous voyez, c'est de l'eau millénaire, c'est de la pluie et de la neige qui est tombée il y a des milliers d'années, qui est descendue jusqu'à 5 km de profondeur, qui est arrivée à 200 degrés et après, poussée par le gaz carbonique, elle remonte naturellement. Ensuite, l'eau circule sous la chaussée, c'est ça? Voilà, elle circule sous les trottoirs du village. Voilà, donc ici, on n'a jamais de neige sur les trottoirs et sur les rues. Alors ici, on comprend Schötzeg, ça a un lien avec eau Voilà. chaude. Donc ici, Schötzeg, ça veut dire eau chaude. C'est un mélange de patois et de vieux français. Je peux mettre la main dessous? Oui. Vite, très vite. Hop. Voilà. Ouais, c'est chaud. Voilà, donc ça s'appelle la source du Par, puisqu'ici, on venait parer les cochons, enlever la soie, le poil. Les nettoyer. Voilà. Cette source la plus chaude d'Europe est utilisée depuis le Moyen-Âge pour chauffer tout le village grâce à un ingénieux système de canalisation. Donc l'église est chauffée par la source du Par. Elle est chauffée au sol par un système de rigole. Et l'été, ce trop-plein va à la piscine municipale. Alors tu parles de l'église qui est du XIIe siècle. L'eau de Schötzeg est connue depuis quelle époque? Eh ben, les premières maisons chauffées datent de 1332, du Moyen-Âge. Depuis les années 2000, ce chauffage par géothermie n'alimente plus que quelques maisons du village. Béatrice, nous sommes ici dans le dernier quartier de Schötzeg, encore chauffé avec une source publique, donc qui chauffe plusieurs maisons. Voilà. Ça fonctionne comment? Alors l'eau circule par gravité sous les trottoirs du village. Elle rentre dans les maisons, elle circule dans une rigole au sol et elle ressort de l'autre côté, là-bas, pour aller se jeter dans le ruisseau. Chauffage gratuit. Quasiment. Et il y a combien de maisons qui sont chauffées de cette façon? Alors il n'en reste plus que 40, puisque tout le réseau principal de la source du Parc a été supprimé pour le nouveau centre thermal et thermoludique de Schötzeg. Oui, parce qu'à Schötzeg, il n'y a pas simplement de chauffer les maisons, il y a du thermalisme. Et voilà, également. Comme plus de 2000 curistes chaque année, venez vous aussi profiter des bienfaits de cette eau miraculeuse, venue des entrailles de la terre. Nous quittons Schötzeg, le Cantal nous réserve une dernière surprise. Au détour d'un méandre de la Truyère, se détache la silhouette du viaduc de Garabi, une dentelle d'acier à la fois imposante et aérienne. Un ouvrage d'art unique, construit à la fin du XIXe siècle, qui défiait en son temps toutes les lois de la gravité. Au pied du viaduc, Benoît retrouve Patricia Rochaise, historienne de Garabi. Bonjour Patricia. Bonjour Benoît. Tu te passionnes depuis une dizaine d'années pour ce viaduc de Garabi, construit par Eiffel. Alors quelle était sa fonction il y a plus d'un siècle? Alors ça a été vraiment le défi en fait de franchir cette gorge qui était profonde, abrupte. Il fallait dérouler une voie de chemin de fer la plus plane possible. Et donc le défi était de construire un ouvrage d'art d'exception. Alors est-ce que tu es déjà monté Benoît? Non, jamais. T'as pas le vertige? Ça va aller. Alors on y va. Mieux vaut ne pas avoir le vertige pour s'engager sur ce géant de fer de 122 mètres de haut et plus de 500 mètres de long, imaginé par l'architecte Léon Boyer. Waouh! D'ici, c'est déjà exceptionnel. Hein, exceptionnel. On prend la mesure du gigantisme de l'ouvrage. Les chiffres donnent le tournis. 20 000 mètres cubes de granit, 3 000 tonnes de fer ont été nécessaires pour élaborer cet ouvrage spécialement conçu pour supporter le passage des trains. Alors là, tu vois, c'est vraiment la structure en fer qui permet une flexibilité au viaduc. Du coup, quand le train passe avec de lourdes charges, ça permet au viaduc d'avoir une certaine souplesse. D'accord, comme un système de suspension du coup. Exactement.
Alors regarde, cette structure d'acier là, c'est la marque de la société Eiffel. Et ce pont, il a été construit 5 ans avant la tour Eiffel. Ça a été vraiment le laboratoire de la tour Eiffel. Et tu retrouves ces croix de Saint-André. Tout le génie d'Eiffel est donc déjà à l'œuvre. À l'époque, en 1888, la construction d'un tel viaduc relève de l'exploit technique et humain. Garabi reste une référence dans le monde du génie civil. C'était le plus haut du monde à l'époque. On battait les records américains. Prouesse technique, prouesse humaine, sûrement un chantier très dangereux pour tous les ouvriers. Oui, c'était un chantier très dangereux et puis qui a demandé quand même beaucoup de main-d'œuvre. 400 ouvriers au total qui ont œuvré pendant 4 ans pour construire ce viaduc. Il faut bien se mettre en tête qu'ici, il n'y avait rien à la fin du 19e siècle. Et donc, il fallait loger les ouvriers, il fallait ramener toute la structure. Tout était usiné à Levallois-Perret, dans l'usine de Gustave Eiffel, près de Paris. Et puis ramené jusqu'à Neussargues, donc la gare la plus proche. Et ensuite, c'était par camion hippomobile ou avec des bœufs qu'on amenait toute la structure, morceau par morceau, et qu'on assemblait le mécano géant. La structure semble de plus en plus légère. On est vraiment au-dessus du vide. C'est impressionnant à cet endroit-là. Et là, on arrive vraiment au sommet de l'arche, tu vois. Un siècle après sa construction, le viaduc est toujours debout. Il a été repeint en rouge en 1998, un clin d'œil à la couleur initiale de la tour Eiffel. Car comme elle, le viaduc est devenu une star. Est-ce que tu te souviens, Benoît, qu'il était quand même sur le billet de 200 francs, notre viaduc de Garabi? Et puis il a d'ailleurs servi de décor à plusieurs films, dont celui de Georges Clouzot, L'Enfer, qui n'a jamais été achevé, mais qui a permis à Romy Schneider et Serge Adriani de passer 3 semaines à Garabi. Arrivé ici, on est vraiment sur un paysage magnifique. La vallée de la Truyère, à mon avis, c'est l'un des plus beaux paysages du Cantal. Ainsi s'achève notre odyssée cantalienne. Une région aux 1000 visages qui n'a pas fini de vous étonner.